Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement. Et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Bonjour, bienvenue à cet entretien avec l'auteur et journaliste Sorge Chalandon qui est présenté dans le cadre du festival Québec en toutes lettres. Mon nom est Christiane Vadnet et aujourd'hui, je vais vous proposer en fait d'entrer dans l'œuvre de Sorge Chalandon par la porte de son dernier roman, Enfant de salaud, où il y a plusieurs des motifs récurrents de ses livres qui sont présents, la trahison, la culpabilité, le rapport entre petite et grande histoire, le lien avec la vérité, le lien entre littérature et vérité, évidemment. Mais avant de commencer ce dialogue, j'aimerais remercier BCF Avocats d'affaires, qui est le partenaire présentateur des entretiens et des journées de réflexion de Québec en toutes lettres, ainsi que le Consulat général de France. Merci à eux de nous permettre d'avoir ce moment privilégié avec l'auteur. Je vous présente notre invité, qui se passe quand même de présentation, mais récapitulons très rapidement. Il a passé 34 ans à Libération. Il est aujourd'hui journaliste au Canard enchaîné. Sorge Chalandon est un ancien grand reporter qui a reçu le prix Albert Londres pour ses couvertures de presse. Il est l'auteur de 10 romans qui sont tous parus chez Grasset. On peut noter Une promesse qui a reçu le prix Médicis en 2006, Retour à Killybegs qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française en 2011, Le quatrième mur, prix Goncourt des lycéens 2013 et tout récemment, Enfant de salaud, donc, qui vient tout juste, au moment où nous enregistrons cet entretien, de passer en deuxième sélection du prix Goncourt. Alors, je lui souhaite la bienvenue et merci d'être avec nous, Sorge Chalandon, et bravo pour cette nomination. Écoutez, moi, je dois vous dire bravo pour Retour à Killybegs, parce qu'aucun Français ne sait le prononcer. Donc, c'est épouvantable. Donc, tous les journalistes me disent Killy Blair. Et donc, je suis ravi qu'au Québec, au moins, ce mot-là, en anglais, on puisse le prononcer correctement. Ça me fait très plaisir. Bonjour. Ben, bonjour, et ça me fait très plaisir parce que c'est un excellent livre et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter durant cet entretien. Le Québec entretient des liens historiques avec l'Irlande aussi. Il y a quand même un lien de racines aussi qui est là, donc peut-être écoutez que ça finit par nous entrer dans la tête le nom des villes irlandaises. C'est bon. C'est ça, comme je disais d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on parle d'abord de ce dernier livre qui paraît cet automne chez Grasset, Enfant de salaud, qui met en parallèle, en fait, 2 procès. Celui de Klaus Barbie, qui est le boucher de Lyon, donc accusé de crimes contre l'humanité en 1987, procès que vous avez couvert pour Libération, et un procès un peu plus métaphorique, si on veut, qui est celui de votre père, qui ne vous avait jamais dit vraiment la vérité sur ses engagements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors bon, on connaît l'issue du procès de Barbie. Pour votre père, c'est beaucoup moins clair. C'était pas tant un collabo qu'un déserteur en série, d'une certaine façon, qui a revêtu toutes sortes d'uniformes. Vous aviez déjà abordé la question de votre père aussi dans un précédent livre qui s'appelait Profession du père. Est-ce qu'avec ce nouveau livre, vous avez l'impression d'avoir réussi à cerner l'identité de cette personne dans votre vie de votre père? Alors, l'identité, je ne suis pas sûr. Les raisons d'agir non plus, les convictions certainement pas, mais en tout cas, les faits, eux, sont établis. C'est-à-dire que moi, ce qui me manquait quand j'ai écrit Profession du père, mon père venait de mourir. Et en fait, je n'avais connu mon père que lorsque j'étais en vie, quand j'étais enfant, donc. Et c'est un homme qui était, d'abord, prévenons tout de suite tout le monde, il est mort en hôpital psychiatrique, dans un asile de fous, comme on disait en France lorsque nous étions enfants. Il est mort dans un asile de fous. Et toute mon enfance, en fait, ce père fantasque s'inventait des vies. Donc, moi qui étais enfant, je le croyais, j'avais 10-12 ans, et je le croyais, chaque jour, il arrivait dans ma chambre avec une histoire nouvelle, avec un métier nouveau. Profession du père parle d'un homme qui, un jour, il était agent secret, le lendemain, il était très proche de la CIA, 3 jours après, c'était un terroriste pour l'Algérie française, c'était professeur de judo, il avait été l'amant d'Édith Piaf, une grande chanteuse française, etc. C'est-à-dire que
Moi, j'ai eu affaire avec ça, c'est-à-dire que je suis petit, j'ai 10 ans, 11 ans, 12 ans, et mon père, je le crois. Et ce père-là que je crois lorsque je suis enfant, qui me raconte des choses absolument invraisemblables, mais que moi je répercute à l'école, parce que je suis un enfant et que si on ne croit pas son père, je pense qu'on est très, très seul et on est très malheureux. Et je le répercute à l'école et il n'y a que mon grand-père, son propre père, qui avait un problème et qui a eu un problème pour moi, c'est qu'il me disait que tout ce que mon père me racontait, tout ce que son fils donc me racontait, était faux. Qu'il n'avait jamais été tout ce qu'il prétendait, jamais, et que non seulement il n'avait pas été tout ce qu'il prétendait, mais pendant la guerre, mon père s'était fait une carapace de résistant. C'était un résistant français. Et comme nous étions à Lyon, ville lyonnaise qui a connu, y compris Klaus Barbie pour la collaboration et les nazis, mais y compris Jean Moulin, qui est une grande figure de la résistance française. Et quand mon père me parlait de Lyon et de sa guerre, il me parlait de Jean Moulin. C'était un copain de Jean Moulin, c'était un combattant aux côtés de Jean Moulin, et même s'il avait pu, il aurait été le chef de Jean Moulin aux yeux de son fils. Sauf que son père, mon grand-père, lui m'a dit que pendant la guerre, il avait été dans le mauvais camp. Et même mieux que ça, qu'il avait vu un jour habillé en allemand, en ville. Et pour un vieux radical socialiste lyonnais, voir son fils habillé en ville, ça avait été un drame. Et donc moi, j'ai écrit Profession du père, ce livre-là. Mon père vient de mourir. Tout ce que je peux raconter, c'est quel était mon père lorsque je suis né, mais il me manque une chose fondamentale, c'est quel était mon père avant que je naisse. Et donc, cette chose-là fondamentale, je l'ai appris en fait en 2020, en mettant la main sur son dossier pénal, le petit Français, de qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre de 16 à 22 ans. Donc, je peux continuer ou vous pouvez poser des questions, ce que vous voulez. Moi, je peux dérouler, mais je suis à vous. Non, mais j'ai des questions parce que c'est intéressant de connaître l'historique parce que quand on lit votre livre la première fois, on pense peut-être que c'est les deux histoires que vous racontez sont arrivées en même temps, que vous avez découvert l'histoire de votre père au moment où vous couvriez le procès de Klaus Barbie. Mais en fait, non, ce sont deux moments séparés de votre vie. Comme vous le dites, vous avez découvert plus tard l'histoire de Klaus Barbie et l'histoire de votre père, alors que ça remonte à 20 ans, cette histoire de procès. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à les mettre ensemble et en fait, pourquoi vous avez décidé de superposer ces deux moments et de les réinventer ensemble? D'abord, il faut arriver à la dernière, et je sais que vous l'avez fait évidemment, il faut arriver à la dernière page de mon livre, après, à la fin du livre, pour que je donne les vraies dates. Les vraies dates, c'est la mort de Klaus Barbie. À quelle date Klaus Barbie est-il mort? La mort de mon père, mort en 2014, parce que dans le roman, je le fais mourir en 1987, après le procès Barbie. Et la vraie date à laquelle j'ai découvert les dossiers sur mon père, parce qu'effectivement, dans le roman, je les découvre au moment de ce procès. Pourquoi alors? Parce que c'est quand je mets la main sur le procès, sur le dossier de mon père, moi j'ai une peur qui est, même c'est une épouvante. J'ai peur de tomber sur l'histoire d'un petit Français fourvoyé, passé à l'ennemi, c'est une chose, mais un dénonciateur de juifs, dénonciateur de résistants, à une sorte de... Il y a un vieux film en France qui s'appelle Lacombe Lucien. C'est l'histoire d'un petit Français qui a un petit accent du sud de la France, comme ça, et qui dit police allemande, parce qu'il est rentré dans la Gestapo française et il en tire une gloriole. Ma peur, c'était que mon père soit un Lacombe Lucien, un petit Français dévoyé qui travaillait avec l'ennemi, mais pour spolier les Juifs, pour s'empêcher de faire la queue dans les files d'attente avec un pistolet allemand. Et c'était ma peur. Ma peur, c'est qu'il est dénoncé. Et quand je tombe sur ces dossiers, donc en mai 2020, mon père est mort, et quand je tombe sur ces dossiers, en fait, je tombe sur un roman. Et c'est ça qui me... Je passe de l'épouvante à la stupéfaction. C'est-à-dire que mon père, donc, pendant la guerre, de 18 à 22 ans, il a porté 5 uniformes différents. 5, pas 1, pas 2, 5. C'est pas un petit Français qui est passé à l'ennemi. C'est pas et puis qui serait redevenu français à la fin de la guerre. Non, il a tout essayé. Il a porté l'uniforme français, il a porté un uniforme de la Légion tricolore qui était l'uniforme des collaborateurs du maréchal Pétain, il a porté effectivement l'uniforme de l'armée allemande, il a porté ensuite, quelques semaines après, il était dans un maquis de partisans, de résistants du Nord, un maquis communiste, et à chaque fois, il endosse des uniformes qui ne sont pas le sien, à chaque fois,
et à chaque fois, il déserte. Alors, soit il déserte, soit il s'échappe. En tout cas, il s'en va pour une autre destinée, et il a été arrêté par les Américains dans leur propre uniforme, dans un uniforme américain de GI, il avait réussi à rentrer dans les GI avant d'être démasqué. Donc, moi, je me trouve en face d'un homme qui, en fait, c'est pas un homme qui a fait la guerre, c'est un enfant qui a joué à la guerre. Et c'est un enfant. C'est-à-dire que je m'aperçois qu'il a joué à la guerre comme dans une cour d'école, avec une chance inouïe. C'est-à-dire qu'il a échappé à tous les camps, il a menti à tous les camps, et à chaque fois, il a réussi à leur échapper sans mal, sans dommage, même s'il est arrêté à la fin. Mais en tout cas, quand je vois ça, moi, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Mon père est mort. Ça, j'ai pas envie d'en faire une biographie de mon père. Ça, même s'il a porté 5 uniformes, qui s'intéresserait à une biographie d'un homme parce qu'il a porté 5 uniformes pendant la guerre? Personne. En revanche, et c'est ça qui tout de suite, je me le dis. Pendant le procès Klaus Barbie en 1987, mon père m'avait demandé à assister au procès. Donc en 87, j'accepte. Et quand mon père rentre avec moi à Lyon, à la cour d'assises de Lyon pour juger le chef de la Gestapo de Lyon, mon père est dans la salle. Klaus Barbie est à ma droite dans le box, mon père est dans la salle, et je ne sais toujours pas qui est mon père. Est-ce que c'est un enfant de héros? Est-ce que je suis un enfant de héros? Parce qu'il m'a dit la résistance, etc. Est-ce que je suis l'enfant de salaud que mon grand-père dit de lui? Qui est ce père-là? Et moi, j'accepte qu'il vienne à ce procès parce que j'ai la conviction, et je vais me tromper, mais j'ai la conviction que ce procès va remuer quelque chose en lui. Si je suis un enfant de héros, il va me parler encore plus de la résistance, encore plus de la guerre, et ce procès va lui permettre de me révéler des choses qu'il n'avait jamais osé me dire avant ce procès-là. Si je suis un enfant de salaud, si mon père est effectivement ce que mon grand-père disait qu'il était habillé en allemand, etc., ce procès peut le faire craquer. C'est-à-dire que quand il va voir arriver les torturés, les déportés, quand il va voir tous ces gens témoigner à ce procès, j'ai qu'un seul espoir, c'est que cet homme-là, s'il a fait effectivement des choses répréhensibles, des crimes contre la France et contre l'humanité, qu'il craque. Or, il ne craque pas. Il ne craque pas, mais ce qui m'étonne, c'est que chaque fois, il est en décalage par rapport à la salle. Quand un déporté vient nous raconter la déportation et qu'il pleure, tout le monde pleure dans la salle et mon père hausse les épaules. Quand un torturé vient nous raconter comment elle a été torturée, une torturée, tout le monde est glacé d'effroi dans la salle et lui ricane. Et quand on se voit à la fin des audiences, il me dit des choses comme « Mais tu crois ces choses-là, toi? Mais t'es vraiment un grand naïf, tout ceci n'a pas existé. » Klaus Barbie dit qu'il ne s'appelle pas Klaus Barbie, mais Klaus Altmann, il refuse d'être jugé. Mon père ment, et donc je me retrouve avec ça, mais je ne sais toujours pas ce qu'il a fait, je ne sais toujours pas qui il était. Alors quand en mai 2020, alors qu'il est mort trop tard pour moi, trop tard pour lui. Mais en mai 2020, quand je sais ce qu'il a fait, quand je vois ce gamin qui, oui, à un moment donné, il a été partie prenante de la machine de guerre nazie. À un moment donné, à Lyon, il aurait pu croiser Klaus Barbie. Et quand je vois le dossier de ce gamin, les aventures de ce gamin, je me dis, en fait, le roman, il est là. Ce que je vais faire, je ne vais pas changer quoi que ce soit au procès de mon père parce que c'est une aventure qui est folle. Je ne vais pas évidemment changer un mot de ce qui a été dit au procès Barbie parce que c'est pour moi l'un des plus grands procès et des plus grandes aventures, entre guillemets, judiciaires que j'ai eu à vivre et en tant que journaliste et en tant qu'homme. En revanche, ce que je peux faire, c'est m'imaginer, et c'est le roman, m'imaginer entrer dans le procès Barbie avec mon père et son dossier sous le bras. Et enfin, je vais pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire de ma vie et de sa vie, de notre vie ensemble vivant. Je vais pouvoir le confronter et je vais pouvoir l'affronter. Et le procès, c'est ça. C'est un homme, moi, devenu un homme qui va confronter un père avant qu'il ne meure pour lui dire « Papa, je sais ». Et c'est la réalisation de ce conflit, si on veut, qui n'a jamais eu lieu dans la vraie vie, qui se joue dans le roman. Puis j'aimerais revenir sur quelque chose sur lequel vous avez tout de suite d'entrée de jeu, que vous avez tout de suite pointé, qui est cette crainte de venir du mauvais côté, d'avoir des origines du mauvais côté. C'est quelque chose qui est quand même très présent dans ce livre et dans d'autres aussi. Là. Il y a des motifs qui reviennent comme dans
Je pense dans Une joie féroce, par exemple, la personnage principale qui a un cancer se voit raser et ça lui rappelle son grand-père qui avait tondu des femmes après la Deuxième Guerre mondiale, des femmes qui avaient été accusées d'avoir couché avec l'ennemi. Donc, cette espèce de culpabilité, là, cette peur d'être coupable par association jusqu'à un certain point ou par racine est souvent là dans vos romans. C'est une culpabilité qui vient avec quel type de responsabilité pour vous? Parce que c'est vraiment ce sentiment-là de honte. J'aimerais vous entendre là-dessus, puis sur comment on peut un peu réussir à le transcender par une forme de responsabilité. Alors, je vais peut-être vous décevoir, parce que Oui. c'est pas exactement ça. Mais je me sens ni honteux, ni coupable. En rien. Mais je veux connaître la vérité. Moi, je veux pouvoir marcher la tête haute, non pas parce que j'aurais été coupable s'il avait été un nazi, mais je ne me sens pas coupable de ce que mon père a fait parce que je n'étais pas né. Je ne me sens pas coupable de ce qu'il a prétendu parce que j'en ai souffert. En revanche, moi, ce que je veux, c'est savoir d'où je viens. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ma vie, j'ai été entouré de traîtres. J'ai mis du temps à comprendre que mon père avait été mon premier traître, parce que l'homme qui ment à son enfant est un traître, l'homme qui ment jusqu'à son lit de mort, parce que la deuxième partie de sa vie, il était plus résistant. Un jour, en larmes, il était en larmes. Il me dit, il faut que je te parle vraiment, que je te dise toute la vérité, et moi j'y crois. Là, j'ai près de 60 ans, donc je me dis enfin, il dit la vérité, il va mourir, il parle enfin à son fils. Et là, il me dit, voilà, il faut que tu saches, oui, j'ai été résistant, mais je n'ai pas résisté comme on l'entend maintenant de nos jours, j'ai résisté contre le bolchevisme, contre les communistes. Et il faut que tu saches, et tu peux me juger, tant pis, tu peux me condamner, tant pis, mais il faut que moi, je suis obligé de partir en me disant, ça y est, mon fils sait, et je suis rassuré qu'il le sache. En fait, j'ai été dans les Waffen-SS, j'ai été dans la fraction étrangère de la SS avec l'écusson France sur la Manche. Et j'ai combattu les communistes, les bolcheviks en Russie et jusqu'à Berlin. Et en mai 1945, j'ai été l'un des derniers à quitter le bunker de Hitler à Berlin. Il faut que tu le saches, et tant pis si tu me juges. C'est-à-dire que là, moi, brusquement, et c'est ça qui est pour moi qui est important, brusquement, je pars de l'enfant qui était enfant de héros, peut-être à l'enfant qui aurait peut-être été enfant de salaud, et brusquement, mon père m'avoue, et je le crois, il m'avoue que finalement, il était pire que tout ça, puisqu'il s'est engagé non seulement dans une armée étrangère qui occupait notre pays, mais pour lutter contre le communisme ailleurs. Et en même temps, je n'ai pas de honte à ça. Quand il me dit ça, c'est très étrange comme sentiment, mais d'abord, je suis rassuré qu'il n'ait pas fait de mal en France. C'est peut-être égoïste, c'est peut-être bizarre, même si je sais ce que furent les SS en Biélorussie, en Russie, etc., je sais ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas sûr que des Français SS aient été impliqués, mais en tout cas, les SS, on connaît par cœur. Donc, j'ai un père SS. Qu'est-ce que je fais, moi, de ce père SS? Comment je vis avec un père SS, moi qui ai été plutôt engagé à gauche, qui suis toujours à gauche, etc. Comment est-ce qu'un jeune Français, ou un vieux Français maintenant, mais comment est-ce qu'on vit le fait d'avoir eu un père SS? Je n'ai pas de culpabilité par rapport à ça et je n'ai pas de honte. Moi, après, dès que je l'ai su, j'ai commencé à dire à droite, à gauche et même dans ma famille, en fait, je ne vous ai pas dit, je viens de l'apprendre, mais mon père avait été SS. Et peut-être après, je me dis, c'est peut-être pour ça que je me suis forgé moi à gauche. C'est peut-être pour ça que j'ai été dans le journal Libération, journal de gauche. C'est peut-être pour ça que le racisme, l'antisémitisme sont des choses qui me font horreur avant même que je sache tout ça. Peut-être que je me suis construit sans savoir dans l'ombre d'un SS et je suis devenu, je l'espère, l'inverse ou le contraire. Mais en tout cas, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est je suis reconnaissant à mon père de m'avoir dit la vérité. Donc la honte que j'aurais pu avoir, donc la culpabilité que j'aurais pu avoir a été balayée par le fait que le grand garçon de 60 ans à l'époque a retrouvé le bonheur du petit garçon de 12 ans à qui enfin son père avait dit la vérité. Et pour moi, c'était quelque chose d'immense. Oui, mon père avait été un salaud, un SS, le pire de tous, mais devant son fils, à l'heure de sa mort, il revenait les mains baissées, la tête un peu basse, même s'il ne disait rien regretter, pour me dire, voilà mon fils, ce que j'ai fait, maintenant je peux mourir tranquille.
Et la trahison ultime, parce qu'elle est là, la trahison ultime, c'est que quand j'ai les documents de mai 2020, quand j'ai son dossier judiciaire en entier, je vois qu'il a été condamné pour trahison, etc. Moi, je crois trouver quoi dans ces documents? Dans ces documents, donc d'abord, j'ai peur que ça soit j'ai peur que ça soit un petit informateur, etc. Et j'ai peur aussi que l'on me remette le SS en plein visage et que j'apprenne ce qu'il ait pu faire en Biélorussie, en Russie, en Allemagne. Mais dans les documents, eh ben, j'ai un document qui me dit qu'en mai 45, alors qu'il m'en a parlé des larmes dans les yeux, il m'a parlé des ruines, il m'a parlé du feu, il m'a parlé de ses camarades SS français qui mouraient dans ses bras en disant « Jean, ne nous oublie jamais ». Mais il en pleurait. Et sur les documents, je vois qu'en mai 45, mon père il est emprisonné dans le nord de la France, à Los-les-Lilles, dans une prison près de Lille. Donc même ça, c'était faux. Même sur son lit de mort, il continuait à mentir. Et pour moi, je crois que ça a été le plus immense bouleversement. Alors, prenons tout ce que je vais dire avec des pincettes, d'immenses pincettes. Mais pour moi, en tant qu'homme, j'aurais préféré que mon père ait été SS et qu'il me l'avoue, même au regard des crimes qu'il avait faits, plutôt que sur son lit de mort, il me mente encore. C'est-à-dire que tant qu'à faire, j'étais prêt à entendre n'importe quelle vérité, et même la pire, plutôt qu'encore un mensonge avant qu'il rende son dernier souffle. Ça, pour moi, ça a été le pire. Alors là où j'ai honte, et effectivement, là j'ai honte, et là je suis coupable. J'ai honte d'avoir eu un père qui m'a menti, et je suis coupable d'avoir eu un père qui m'a caché la vérité sa vie entière. La honte, elle est là. La culpabilité, elle est là. Et le salaud, pour moi, il est là. Le salaud, il n'est pas, comme disait mon grand-père, dans L'homme qui avait porté l'uniforme allemand. Il n'est pas là, le salaud. Qui ici pour dire aujourd'hui? Je pense que pendant la résistance, j'aurais été, pendant la guerre, j'aurais été un résistant. Qui ici pour dire qu'il aurait été héroïque? Personne. Et celui qui le fait, c'est un menteur. En revanche, là, brusquement, je me suis trouvé en face d'un salaud, c'est-à-dire l'homme qui a menti à son père, à son fils. L'homme qui a menti à son père aussi, parce que mon grand-père, il lui a menti aussi. L'homme qui a menti à sa famille, à ses amis, absolument à tout le monde, jusqu'à la fin. Et l'homme qui ne m'a pas dit la vérité. Le salaud, c'est l'homme qui n'a pas porté le petit uniforme en plus, le petit habit en plus, qui aurait été l'habit de père. Il a porté tous les habits, sauf l'habit de père en temps de paix. Pour moi, le salaud, il est là. Et de ça, j'en ai honte. Parce que moi, j'ai 3 filles et qui m'aiment et que j'aime. Et j'ai honte de penser que je peux naître, je suis venu d'un homme qui n'a jamais dit la vérité de sa vie. Et ça me fait peur, et ça me fait honte. Et ça, je m'en sens coupable pour nous tous. C'est extrêmement intéressant. Puis en fait, j'allais vous poser la question, en fait, qu'est-ce qu'un traître? Puis j'avais l'intuition que pour vous, en fait, le traître, c'est vraiment plutôt le traître à des personnes que le traître à une cause. Parce que vous l'avez dit aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans votre œuvre parce que vous aviez parlé de votre amitié avec un militant de l'IRA, donc de l'armée irlandaise, dans Mon traître, dans Retour à Killybegs. Cette figure-là était là. Et c'est toujours la même chose, c'est que ce que vous reprochez à ces traîtres de votre œuvre, présents dans votre œuvre, donc ce n'est pas tant leur traîtrise à des éléments politiques qu'à des groupes devant lesquels ils n'ont pas, en fait, assumé leurs responsabilités. C'est ce que vous reprochez à votre père. Est-ce que c'est aussi un trait commun entre tous les traîtres qui sont présents dans vos livres, vous avez l'impression? Alors, en ce qui concerne Dennis Donaldson, puisque c'est le nom de l'homme que j'ai appelé Tyrone Meehan dans mes romans, bien sûr, je lui en veux d'avoir trahi. Mais qui suis-je? Suis-je déjà irlandais pour reprocher à un Irlandais d'avoir trahi son peuple, son pays, son combat, sa famille, ses amis? Suis-je un Irlandais pour me trouver absolument invraisemblable de trahir le peuple qui te protège? Je ne suis pas Irlandais. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans Dennis, c'est qu'il avait trahi ses amis aussi. Il avait trahi aussi l'amitié. Donc moi, je pense que si j'avais été irlandais, si j'avais été impliqué dans l'Irlande, j'aurais été bouleversé qu'il ait trahi notre cause. Mais moi, je suis un trahi périphérique. Moi, je suis un touriste, je suis un trahi de passage, même si j'étais proche de lui et même si je l'aimais en tant qu'homme. Et donc, tout ce que je peux reprocher à cet homme-là, c'est d'avoir trahi aussi les autres. C'est-à-dire que
moi, la question que je me suis posée, mais longtemps, parce qu'après, lorsqu'on apprend que c'est un traître, tout revient en images, les conversations, les soirées. Moi, quand on est à Belfast et qu'il pleut, Belfast, il pleut, il fait froid, que ce soit en été, en automne, en hiver, mais en tout cas, nous sommes à Belfast et il pleut. Parce qu'il pleut, Dennis Donaldson me met sa veste sur les épaules parce que je ne suis pas assez couvert et qui remonte le col de sa veste pour pas que je prenne froid. Qui fait ça? Est-ce que c'est l'ami ou est-ce que c'est le traître? Et cette réponse, moi, je ne l'ai pas. Et quand mes amis me disaient, mais c'est le traître qui fait ça pour que les soupçons s'éloignent de lui, moi, je me tue à espérer que c'est l'ami quand même, qu'on peut être ami et traître, on peut être amoureux et traître, on peut être papa formidable et traître, on peut être père génial et traître. Et donc, pour moi, la première chose que j'ai appris en écrivant, non pas mon traître qui est le point de vue du trahi, mais retour à Killybegs qui est le point de vue du traître, parce que j'ai demandé, j'ai exigé, je me suis fait violence moi pour endosser à mon tour le costume du traître dans ces deux romans. Moi, la question que je me posais, c'est lorsqu'on est traître, est-ce qu'on est traître tout le temps? Et c'est ça qui m'intéressait. Est-ce qu'on est traître tout le temps? Et en travaillant sur ce roman-là, je me suis dit, mais enfin, c'est pour ça que je ne voulais pas rester dans la posture du trahi, simplement parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'être juste une victime. Voilà, je suis trahi, mon copain irlandais, c'est moche, et je pleure. Non, non. On a tous un traître en nous, tous, tous. Et le problème, c'est que notre combat, notre lutte, notre vie, ce traître, il faut le faire taire. Le salaud, il faut le faire taire. Le bourreau, il faut le faire taire. Le barbare, il faut le faire taire. Le premier combat qu'on doit mener, c'est contre soi-même. Et moi, plus je travaillais sur Retour à Killybegs, ce livre sur la traîtrise, plus j'endossais le rôle du traître de Tyrone Meehan, et plus je faisais ressortir le traître qui était en moi pour le faire parler, pour l'écouter parler, pour savoir ce qu'il avait dans le cœur. Et j'en ai terminé ce roman en me disant, un traître, ben, ça peut être un homme formidable ou une femme formidable qui a baissé les bras. Juste ça. Un traître, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui renonce. Donc, ce qui était important pour moi, surtout dans la traîtrise de Tyrone, dans la traîtrise de mon père, parce que mentir à son enfant, c'est aussi trahir, c'est de ne pas juger. Moi, je ne suis pas un policier, je ne suis pas un gendarme, je ne suis pas quelqu'un apte à juger, mais je suis quelqu'un apte à essayer de comprendre. Comment est-ce qu'on dit, c'est dans mon livre, comment est-ce qu'on dit un traître, papa? Réponds-moi. Comment on fait pour trahir? Qu'est-ce qu'on a dans le ventre qui fait qu'on est un traître? Et toi, Denis, comment on fait pour trahir? Comment, quand tu marchais dans les rues à Belfast, comment tu pouvais accepter que les gens t'applaudissent, t'enlacent, te payent à boire, comment tu fais dans ton cœur, dans ta tête et dans ton ventre? Et mon père, c'est la même chose. J'ai fait ce livre-là parce que, et cette réponse, pour moi, elle reste intacte. Comment tu as fait, papa? Comment tu as fait quand tu vois ton enfant devant toi, mais plein d'admiration pour tes prouesses, pour le héros, et comment tu fais quand ensuite tu fermes la porte et que l'enfant s'endort? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour revenir le lendemain avec une autre histoire? Et comment tu fais pour avoir cette vie incroyable, ces 5 uniformes, et de cacher tout cela pour une trahison pire encore, qui est de pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas parlé? S'il m'avait raconté ces 5 uniformes en 4 ans, c'est incroyable. Pourquoi il s'invente l'URSS? Pourquoi il s'invente la Waffen-SS? Pourquoi est-ce qu'il invente tout ça? Je sais tout ce qu'il a fait, mais aujourd'hui encore, et pour mes jours, pour ma vie entière, je ne saurais pas comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait et qu'est-ce qui l'animait. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il a voulu éblouir et il nous a aveuglés. Et c'est ça, moi j'ai... Est-ce que c'est pas l'héroïsme qui est notre conception de l'héroïsme et notre conception un peu totalitaire des héros qui est un peu mise en cause dans tout ça? Parce que justement, vous le dites, votre père, vous lui dites, mais il dit, j'ai voulu, comment il dit ça? Il dit, j'ai voulu me faire valoir davantage. C'est formidable. J'ai voulu me faire valoir davantage. Je trouve que oui, c'est-à-dire que c'est un enfant, c'est un gamin. Il sort de l'école, il va à l'usine, il n'a pas ce qu'on appelle le certificat d'études primaires qui en France, c'est la petite chose qu'ont tous les écoliers lorsqu'ils sortent de l'école, il ne l'a pas. Il a en revanche un instinct animal, il a un instinct extraordinaire pour survivre quand même à toute cette guerre-là, et je pense, il a en lui quelque chose qui tient de l'héroïsme livresque des petits-enfants. C'est-à-dire que
quand il me dit, parce que quand même, 5 armées, il s'expose, il livre bataille, il se bat. Lorsqu'il est dans la résistance, avec 20 patriotes français, ils attaquent 60 parachutistes allemands en déroute. Il est là, il fait le coup de feu contre ses copains d'il y a 4 semaines, mais en tout cas, il est là, il se bat. Pourquoi est-ce qu'il ne me dit pas ça? C'est parce que c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas encore assez, mais les ruines de Berlin, mais les flammes, mais le feu, mais la fumée, mais ses amis morts partout, et justement parce que il estime qu'être rebelle, c'est être à l'encontre de tout ce qu'il appelait les bien-pensants. Ah, vous avez gagné la guerre, vous les Canadiens, vous les Américains, vous les Anglais, vous les Français, mais si vous l'aviez perdue, cette guerre, eh ben c'est vous qui seriez dans le box et Klaus Barbie qui sera en train de vous juger. Il a toujours pensé ça, il a toujours vécu avec ça. Et quand on vit avec ça, ben lui, ce qu'il souhaite montrer à son fils, alors pour moi c'est une abomination, mais ce qu'il souhaite lui montrer, c'est qu'il se serait battu jusqu'au bout, jusque dans les ruines de Berlin, ce qui est évidemment faux, puisqu'il était en prison en France. Il y a une sorte d'éloge un peu de la nuance là-dedans aussi, puis de la nuance autour du désir d'héroïsme et des grandes figures, en fait. C'est ce que je voulais amener, que les grandes figures sont très problématiques, en fait. Et je me demandais, vous, en tant que personne qui écrivait, vous avez dit on est tous un peu des traîtres, des salauds potentiels, en fait, qu'on doit combattre. Quand on écrit, est-ce que quand vous écrivez, vous avez l'impression de trahir quelque chose? Puis là, c'est une question beaucoup plus vaste. Est-ce que vous avez peur de trahir quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez le sentiment de trahir quand vous écrivez? Non, je ne pense qu'à ça. Quand Denis Donaldson a trahi, il n'était pas question que je fasse un livre sur Denis Donaldson. Pas question du tout. Parce que j'aurais trahi sa mémoire et sa famille, surtout, qui sont des amis. De quel droit est-ce qu'un petit Français aurait fait un livre sur Denis Donaldson, le traître? J'aurais pu le faire. J'avais absolument tout en main pour faire quelque chose qu'on n'aurait lu nulle part probablement en France. Mais en tout cas, de quel droit? Donc moi, qu'est-ce que je fais pour ne pas trahir la famille de Denis, pour ne pas trahir ses enfants que j'aime, sa femme que j'aime, ceux qui lui sont, enfin, les gens qui sont restés proches de cette famille qui a été trahie, elle aussi. Et ben, je fais un roman. Rappelons peut-être pour les gens qui n'auraient pas lu le livre que... oui, pardon. Oui, c'est ça. Oui, en fait, Denis Donaldson, appelé Tyrone Meehan dans le livre, oui. a trahi l'IRA, dont il était membre depuis de nombreuses années en donnant des informations aux autorités anglaises. Mais, anglaises et bien sûr, il a trahi donc l'IRA, il a trahi Sinn Féin, la branche politique, en donnant des informations aux Britanniques et aux Irlandais. Je ne peux que faire un roman, c'est-à-dire que je ne peux que changer les noms. C'est bizarre mais ça c'est quelque chose que j'explique pas habituellement. Denis Donaldson donc a été exécuté le 4 avril 2006, non pas par l'IRA, parce que c'était le processus de paix, mais par des dissidents qui refusaient le processus et qui trouvaient que c'était une victime expiatoire et qui prouvaient que la guerre continuait. Quand j'écris ce livre-là, moi, je ne veux pas éclabousser la famille de Denis. Donc, je pense à la trahison. Je ne veux pas être le traître du traître à mon tour. Donc, c'est quelque chose qui me hante absolument. Et je lui donne à Denis, qui est mort à 55 ans, je lui donne l'âge de mon père de l'époque, 80 ans. Et je lui donne sa démarche, je lui donne son enfance, je lui donne ses cheveux, je lui donne tout. Dans d'autres livres où il y a des traîtres et des menteurs, c'est encore mon père, avec l'âge qui change, puisqu'il vieillit, mes personnages vieillissent avec lui. Il n'a rien vu. À chaque fois, j'avais envie qu'il lise ces histoires comme s'il comprenait. Par exemple, la première phrase de Retour à Killybegs, la première phrase. Une hallucinante première phrase. Pouvez-vous nous la dire? Elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si on parle... C'est Killybegs, hein, c'est pas mon traître quand j'ai rencontré... Oui, cette phrase-là qui dit... attendez, je l'ai notée quelque part tellement elle est... elle revient dans Enfant de salaud. C'est quand mon père me battait, il criait en anglais, comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça. Bravo. Très, très fort. Écoutez, extrêmement peu de gens ont vu cette phrase. Non, je peux même vous dire, je fais des interviews depuis le mois d'août. C'est la première fois que quelqu'un a relevé que cette phrase se répondait. Donc, dans Retour à Killybegs, Tyrone Meehan, le traître, explique
Quand mon père me battait, il hurlait en anglais, comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça, l'irlandais, Le le gaélique. gaélique. Et dans Enfant de salaud, et ça c'est la vérité, c'est plus le roman, quand mon père me battait, il hurlait en allemand, comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça. Écoutez, je vous félicite, et ce n'est pas de la flagornerie. En 2 mois d'interview, personne n'avait relevé ce parallèle qui pour moi était fondamental. C'est-à-dire que brusquement, je donnais une clé pour ceux qui avaient lu les 2 livres. Oui, Tyrone Meehan dans Retour à Killybegs, le traître de Retour à Killybegs, c'est mon père, encore une fois. Mais on le voit quand on le lit dans la perspective de la figure du père. Puis, je me demandais justement si on peut creuser un petit peu cette scène-là parce que je pense qu'elle m'a frappée aussi parce que c'est un contexte linguistique. Et nous, au Québec, on vit dans un univers anglophone, donc tout ce qui est confrontation des langues, ça fait partie de notre actualité politique toujours. Puis je me demandais justement, cette scène-là, est-ce qu'il y a un rapport au langage aussi? Puis là, je m'écarte un peu de la question du traître auquel on pourra revenir, mais est-ce que cette idée-là de langue différente pour assumer la violence a eu un impact sur votre rapport à la langue ou pas du tout? Alors, d'abord, parce que c'est historique, sachez que quand l'Irlande a été coupée en deux en 1921, et l'Irlande du Sud, le Free State qu'on appelait le Free State, a continué à emprisonner des républicains irlandais, les amis d'hier qui étaient passés Free Staters, quand ils interrogeaient, quand ils torturaient les républicains irlandais qui n'avaient pas baissé les armes, qui continuaient le combat, ils le faisaient en anglais, alors qu'ils parlaient gaélique. Donc là, vous avez brusquement, à quelques mois près, les Britanniques qui interrogent violemment en anglais et les Irlandais du Sud, les Free Staters, qui interrogent brutalement en anglais. Ils ne voulaient pas mêler leur langue à ça. Donc ça, c'est une vérité historique qui est bouleversante. C'est-à-dire qu'ils reproduisaient la langue de l'ennemi pour interroger leurs camarades d'hier. Quand mon père m'interroge, c'est drôle, quand mon père hurle en allemand, c'est parce que lui reviennent des mots, les mots de la brutalité, lui reviennent les mots des ordres, lui reviennent les mots de la guerre. Et c'est vrai que quand il hurlait en allemand, quand il m'insultait en allemand, quand il me chassait de chez lui en allemand, c'était pour lui, dans sa bouche, c'était beaucoup plus fort. Parce que brusquement, j'étais l'ennemi. Je n'étais plus son fils. J'étais l'ennemi et il se remettait en position d'homme en guerre qui chasse le mal de sa maison. Moi, j'ai un profond amour pour les Basques, par exemple, le peuple basque. Et les Basques disent, non pas il faut avoir du sang basque pour être basque, il ne faut pas être né au Pays basque pour être basque, mais qui parle basque est basque. Et je trouve que le véhicule de la langue est un véhicule absolument magique, formidable, essentiel pour adopter, pour accepter, pour devenir. C'est pour ça qu'en Bretagne, qui est dans l'ouest de la France, parler breton, ça a été interdit longtemps, parce que parler breton, ça voulait dire adopter une autre culture, une autre façon de voir que Paris. Voilà. Et donc, quand on parlait breton, à l'époque, il y a longtemps déjà, mais quand même, un enfant qui parlait breton, il avait un sabot sous le menton. Un sabot, on mettait un sabot de paysan avec un fil, parce que c'était interdit de parler breton à l'école. Et quand il entendait quelqu'un qui parlait breton à l'école, il lui passait le sabot. Et celui qui a fait le sabot à la fin des cours, il était puni. Et c'est dégueulasse. C'est comme ça qu'on tue un peuple. C'est comme ça qu'on tue une culture. Et il se trouve que ces peuples-là, lorsqu'ils ont été asservis, ou lorsqu'ils revêtent, comme mon père, les habits du vainqueur à une époque, il reprend cette langue-là pour dire à l'opprimé, je reprends les habits et la langue du vainqueur. Et moi, quand j'entends ça, eh ben, je parle basque, quand j'entends ça, je parle français, et c'est pour ça que là, je pense que vous allez comprendre ce que je dis. Je travaille au Canard enchaîné, donc un journal satirique. Il n'y a pas un mot anglais dans notre journal. On leur fait la chasse, mais d'une façon, mais comme on ferait la chasse au pire de l'animal nuisible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que cette langue anglaise qui est partout, on ne la veut pas dans notre journal.
Et c'est pas une posture, c'est juste parce qu'on tient à défendre ce que nous sommes. Et c'est pas non plus du nationalisme. Encore une fois, c'est ma langue. C'est ma langue. Alors déjà, nous sommes assaillis par week-end, sandwich, etc. On peut plus faire grand-chose. Mais si on peut changer le mail en mail, nous, mail, le mail veut dire donc nous, je veux dire on écrit MEL. C'est pas français. On s'en fiche. On écrit MEL et c'est comme ça. C'est juste Au qu'il y a des Québec, choses on a comme ça. inventé courriel. Au Québec, on a Oui, inventé courriel, mais courriel alors, pour ça. voilà, mais le problème, c'est que courriel n'est pas encore entré Oui, dans les mœurs. usité en France. Oui, oui, je suis Voilà. d'accord. Mais le mot mail, Oui. pour un journaliste, pour un lecteur du Canard enchaîné, le mot mail, eh ben, c'est le mail vu par peut-être les vieux du Canard. On s'en fiche, c'est comme ça. Donc oui, la langue. C'est une très belle tirade pour la langue française et pour peut-être un peu de breton, peut-être un peu de basque, je ne sais Un peu de pas. breton, un peu de basque, c'est-à-dire que un peu de tout ce qui a été opprimé au nom du jacobinisme et du centralisme français, un peu de corse, un peu de breton, un peu de basque, juste pour. Et c'est terrible que comment est-ce qu'un État peut se sentir menacé par la diversité des langues régionales. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais, et c'est quelque chose qui me bouleverse en tant qu'homme. Mais on l'entend tout à fait, on l'entend tout à fait. Puis j'ai l'impression qu'on s'est... bon, c'était super intéressant, mais il y avait quand même des questions sur lesquelles je voulais revenir par rapport à ce que vous Bien disiez sûr, bien sûr. avant. Et que, en fait, vous avez parlé de la figure de votre père aussi comme un conteur et tout ça, et comme toute la figure des traîtres qui racontent des histoires et des mensonges tout au long de vos livres. Et puis, j'ai l'impression que tous les personnages c'est ça, qui trahissent le fond à travers des récits dans vos livres. Et puis là, Oui. ça crée, pour un écrivain, ça crée une drôle de contradiction. On a l'impression que peut-être tout récit est un peu une espèce de mensonge. Est-ce que c'est une vision que vous avez des choses? Alors, est-ce que le mentir vrai existe? Non, c'est-à-dire que moi, sur ce que je publie, il y a écrit roman. Oui. Il y aurait écrit, par exemple, sur Enfant de salaud, il y aurait écrit récit, ça serait un mensonge. Je ne suis pas entré au procès Barbier avec mon père et avec son dossier sous le bras. C'est un mensonge. En revanche, le roman, c'est le droit de non pas de mentir la vérité ou de la travestir, mais de la modeler différemment en étant entendu que je préviens le lecteur. Vous allez lire quelque chose qui a été modelé différemment. Cette confrontation avec le père, lui dire je sais ce que tu as fait papa, maintenant il faut que tu en répondes. Cette confrontation n'a pas eu lieu, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle ait lieu? En tout cas, elle n'a pas eu lieu. Pourquoi je suis journaliste? Parce que je suis romancier, c'est vrai, mais je suis avant tout journaliste pour moi, dans mon cœur et dans ma tête. Et c'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire que moi, je quitte une famille où on ment, je quitte une famille où la vérité n'a aucune chance, n'a aucune existence. Et la première chose que je fais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dégager de leur emprise, ça c'est une chose, et surtout de connaître la vérité. Et pour moi, le journalisme, lorsque c'est bien fait, entendons-nous, parce qu'il y a des journalistes qui mentent, qui travestissent, c'est quelque chose qui endeuille et qui rend notre métier difficile, mais le vrai journalisme. Moi, je suis reporter dans l'âme. Et reporter, je ne suis pas là pour blablater, je ne suis pas là pour expliquer ce que je crois, ce que je pense, que je ne sais pas ce qui va se passer pour les élections présidentielles. Je n'en sais rien et ça ne m'intéresse pas. En revanche, si on me proposait là d'aller dans une ville et de parler des élections présidentielles avec les gens, de rentrer dans les appartements, dans les boutiques, vous en pensez quoi? Comment est-ce que vous voyez ça? Ça m'intéresse, parce que ça, c'est la vérité. Et donc, cette recherche de la vérité, je pense que c'est la première attitude que j'ai eue contre la mémoire du père. C'est savoir, connaître et ne pas mentir, du coup, là-dessus. Mais après, on pourrait, et vous auriez pu, et je sais que vous l'auriez fait si je n'étais pas si bavard, me demander, mais pourquoi alors passer du journalisme au roman? Parce que si le journalisme vous permet de dire... mais voilà. J'en suis tellement certain. Si le journalisme vous permet de dire la vérité, pourquoi le roman alors? À quoi ça sert de romancer?
J'ai une seule réponse et qui est toute simple, qui est toute bête. Moi, quand je suis journaliste, je suis journaliste. C'est-à-dire que quand je rentre au Liban en 1982, j'en ai fait un livre, le quatrième mur. Quand je rentre au Liban en 1982, dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, où des chrétiens qui avaient la Vierge Marie collée sur leur fusil ont assassiné, souvent à l'arme blanche, des enfants, des vieillards et des femmes, le journaliste que je suis rentre dans le camp, voit les morts, les compte, les regarde, fait mon article sur l'effroi et sur l'épouvante. Mais moi, Serge Chalandon, je suis où là-dedans? Moi, je pleure quand j'écris. Je pleure quand je retransmets. Je mets des jours et des jours à m'en remettre. J'en suis toujours pas remis. Je suis où, moi? Je ne peux pas dire à mes lecteurs que je pleure. Je ne peux pas dire que je frappe un mur d'une maison où il y a 4 enfants morts à l'intérieur jusqu'au sang. Je ne peux pas écrire ça. Ça n'intéresse personne et c'est normal. Je ne peux pas expliquer le trouble d'un journaliste à Sabra et Shatila, mais ce que je peux faire, moi, c'est faire un roman avec ça. C'est-à-dire, je peux me réapproprier la première personne du singulier. Je pleure dans Sabra et Shatila. Je suis en train de pleurer et je souffre. Et j'ai du mal après, quand j'ai mes enfants, quand j'ai mes filles, j'ai du mal à ne pas me lever toutes les nuits pour voir si elles sont vivantes ou mortes, parce que maintenant je sais la fragilité de la vie humaine. Mais ça, je ne peux pas. Donc je fais un roman. Alors, je ne suis pas journaliste dans le roman, évidemment. J'ai pas envie. Je suis metteur en scène de théâtre et je vais monter une pièce de théâtre à Beyrouth. Le roman me permet, moi, de me réapproprier mes larmes. Une fois que j'ai parlé des larmes des femmes palestiniennes, une fois que j'ai parlé des larmes de mes copains irlandais quand ils apprennent qu'ils sont trahis, une fois que j'ai parlé de ce que sont les larmes des femmes qui viennent d'avoir un cancer. Quand j'ai écrit le livre sur le cancer, ma femme et moi avions un cancer ensemble. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur le cancer. Je ne pouvais pas écrire ce livre sur le cancer sans être moi-même touché par le cancer. Mais toutes ces larmes-là, j'en fais des romans. Donc je prends je prends des masques qui sont extrêmement visibles, fragiles, transparents. Une fois, je suis metteur en scène de théâtre, une fois, je suis luthier, une fois, je m'appelle Jeanne, je suis bibliothécaire. Mais en tout cas, le journalisme me permet de rendre compte de la douleur des autres et le roman, la fiction, me permet avec le plus de pudeur possible, de parler de ma douleur en espérant la partager avec la douleur des autres. Je n'ai pas envie qu'on me plaigne sur rien. En revanche, si quand j'écris sur la trahison, si quand j'écris sur le cancer, si quand j'écris sur le Liban, sur la guerre, si quand j'écris sur la traîtrise, il y a des gens qui viennent me voir dans les salons du livre en disant « moi aussi j'ai un cancer, moi aussi j'ai un traître dans ma vie, moi aussi j'ai un père fou », et bien ces moments-là, pour moi, dans ces moments-là, je me souviens pourquoi j'écris et pourquoi je fais des romans. Et comme vous avez une éthique de journaliste de dire: «Moi, je ne franchis pas le "je" quand j'écris», est-ce que vous avez une éthique aussi comme ça de romancier, de dire: «Il y a des sujets dont je ne veux pas parler» ou «Il y a certaines zones dans lesquelles je ne veux pas aller parce que je considère que c'est pas ma zone de romancier»? Il n'y a que des bonnes questions, ça devient un peu énervant. C'est un compliment, Christiane. Le problème que j'ai en tant que romancier, j'ai un problème de le romancier que je suis hanté par le problème de la crédibilité du journaliste que je suis aussi. C'est-à-dire, je ne pourrais pas être mousquetaire du roi. Voilà. Je ne pourrais pas écrire. Non pas parce que non pas parce que je ne m'y connais pas en cheval, non pas parce que je ne m'y connais pas en histoire, mais parce que je n'ai pas été mousquetaire du roi. Parce que je ne connais pas le poids de l'épée dans la main. Je ne sais pas ce qu'un cheval au galop donne sur le corps humain. Parce que le collier de la reine, je ne l'ai jamais eu entre les doigts. Parce que jamais le cardinal de Richelieu ne m'a menacé de mort. Je ne peux pas. En revanche, et c'est là où la crédibilité tient, c'est que moi, je pars chaque fois d'une blessure ou d'un accident de la vie ou de quelque chose que j'ai pu vivre moi. Je pars de là. Moi, je veux que quand on me dise mais ton père, il était vraiment comme ça, je veux pouvoir dire oui, effectivement, il était comme ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais de quel droit travaillez-vous sur le cancer? Parce que j'ai un cancer. Et non seulement j'ai un cancer, mais j'ai demandé à ne pas être opéré pendant 8 mois. Je devais être opéré tout de suite en janvier. J'ai été opéré 8 mois plus tard
parce que je voulais me réveiller et écrire avec le cancer en moi, y compris à l'hôpital. C'est pas de la folie, c'est parce que je veux pouvoir regarder quelqu'un en face, quelqu'un qui me dise mais on n'a pas le droit d'écrire sur le cancer si on ne connaît pas ce que c'est, que je veux répondre, je sais ce que c'est. Je veux pouvoir écrire sur la trahison, parce que si on me dit mais est-ce qu'il a existé ce trait, oui, il a existé. Et les larmes du petit Français trahi, ce sont mes larmes. Je veux pouvoir, je veux pas que, je peux pas accepter ou imaginer que l'on me dise ah, ce que tu as écrit sur Sabra et Shatila au Liban, dis donc, on s'y croirait. Non, c'est pas qu'on s'y croirait. J'étais à Sabra et Shatila. Pareil pour le procès Klaus Barbie. Si je n'avais pas suivi ce procès, si je n'avais pas été dans les bancs de presse, si je n'avais pas été terrifié par ces témoins magnifiques et parce que j'avais peur de ce que mon père fasse dans mon dos, jamais j'aurais écrit ce roman, jamais j'aurais écrit ce livre, jamais je n'aurais rien écrit en fait sur le procès Barbie. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a un aspect de réparation. Puis là, peut-être que ce n'est pas le bon mot là, dans la démarche que vous avez, parce que si on revient à votre livre Enfant de salaud, à la fin, il y a une confrontation entre le père et le fils qui n'a jamais eu lieu, qui est donc une espèce un réel que vous faites dériver vers peut-être quelque chose que vous auriez aimé voir advenir, ou je ne sais pas. Parce que ma question de départ était, est-ce que la littérature peut rétablir la confiance? Mais j'ai comme le sentiment que peut-être vous allez me dire non, mais en tout cas, peut-être une bienveillance. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la démarche d'écriture? Moi, je pense que la confiance, chez moi, en fait, elle est morte. Elle est morte et je crois que c'est le plus douloureux de tout, c'est que Denis d'un côté, mon père de l'autre, d'autres encore, décidément, je suis entouré de traîtres, mais des gens très bien à table ont été trahis aussi. Donc, moi ce que je ne retrouverai pas, c'est la confiance. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit que je vais avoir une interview avec le Québec par Zoom, quand je l'ai, c'est une bonne surprise. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas eu et si finalement ça ne s'était pas fait, ben, ça rentrait dans ma vie normale, dans la vie logique que je vis depuis ces trahisons. Et ça, je sais que pour moi, c'est un handicap lourd. C'est-à-dire qu'il faut faire attention d'avoir confiance en ma femme, en mes filles, en mes amis, en la vie, mais c'est un combat de tous les jours. Donc la confiance, non. En revanche, l'apaisement peut-être. Je ne dis pas que écrire m'apaise, mais mettre des mots sur tout ça me rassure, en fait. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le mot bienveillance que vous avez dit tout à l'heure. Avec le temps, c'est difficile à dire et à comprendre et à entendre peut-être si des Irlandais écoutent. Et ces Irlandais ont connu le Nord et l'Irlande et la trahison. J'ai fait le deuil de ma rancœur pour Dennis Donaldson. Quand je pense à lui, maintenant, je n'imagine plus que les moments chaleureux. Et ça, pour moi, c'est un chemin qui est immense. Et j'en suis pas encore là, mais peut-être qu'un jour, je pensais qu'un traître, c'est une victime de guerre comme les autres, finalement. Parce que c'est la guerre qui rend traître. Ce n'est pas la façon qu'on a de vivre, de penser et de respirer. Et pour mon père, je pense que ces dernières pages, et non pas le procès que je lui ai fait, parce que je ne fais pas son procès, j'instruis son histoire, en fait. Je fais comme un juge d'instruction. Je pense que d'avoir fait ça, d'avoir découvert ce qu'il fut et d'avoir découvert aussi ce qu'il m'a caché, tout ça, en fait, j'ai 69 ans. Et ce que je lis de lui, il avait entre 18 et 22 ans. Donc j'ai pour cet homme qui fut mon père, j'ai une sorte de bienveillance d'hommagé pour un gamin qui a passé sa vie à mentir aux autres. Plus ça va, plus je le regarde comme il me parlait à moi lorsqu'il me disait « Oh, mais tu fais n'importe quoi, bonhomme !» J'ai presque envie de dire « Mais tu as fait n'importe quoi, bonhomme !» Et oui, c'est de la bienveillance. C'est pas du pardon, parce que je pense que pour pardonner, je ne suis pas de ceux qui pardonnent sans qu'on leur ait demandé. Je pense qu'on me l'aurait demandé, ça aurait été fait, parce que c'est comme ça, parce que j'ai une foi qui pardonne et j'ai un esprit aussi qui pardonne et j'ai une vie difficile qui fait que je pardonne, mais en tout cas, j'ai vis-à-vis de cet homme un profond désarroi, d'abord, et surtout cette impression tragique
de rendez-vous manqués. S'il était là, je lui dirais, papa, mais tu te rends compte ce qu'on a manqué? Tu as manqué tes 3 petites filles, tu m'as manqué, tu as manqué ma femme, tu as manqué nos vies, tu as tout manqué, alors que véritablement, j'aurais aimé avoir un père. Et j'ai manqué ce rendez-vous avec mon père, et ça, pour moi, c'est le plus difficile. Mais oui, je suis plus serein, oui, je suis plus apaisé, et oui, j'ai beaucoup, non pas de sympathie, mais j'ai presque de l'empathie pour cet enfant perdu. Mhm. Et on le sent, c'est parce il y a cette forme de bienveillance aussi envers vos personnages qu'on sent dans vos livres. Puis le temps file, puis notre entretien arrive déjà à sa fin. Vous avez été très, très généreux, puis on a abordé des questions pas nécessairement toujours faciles pour vous. J'aimerais aller sur un terrain peut-être plus léger pour terminer. On vous parle souvent de vos inspirations journalistiques, du terrain auquel vous êtes confrontés et qui vous inspire, mais j'aimerais peut-être vous entendre un peu sur ce qu'il y a dans votre bibliothèque et sur vos lectures, celle qui vous Vous voulez voir? passionne du côté. Ben oui, certainement. On peut terminer par ça. Oui, oui, ben, écoutez, donc j'ai beaucoup de littérature irlandaise d'abord, j'en ai beaucoup, voilà, le visage de Dennis Donaldson, vous voyez. Toujours. J'ai encore de la littérature, donc j'ai plein de Avez-vous choses un en auteur fait. irlandais peut-être, un auteur irlandais que vous aimez beaucoup, que vous pourriez nous recommander du côté romanesque? Moi, j'aime bien Flann O'Brien. J'aime bien Fla, O'Flaherty, notamment Famine, qui est pour moi le livre définitif sur la famine irlandaise. J'aime, j'aime, en fait, j'aime tout ce qui vient de là. C'est un peu particulier. Autrement, Je partage votre amour, mais on aura à faire un autre entretien sur une introduction à la littérature irlandaise ou je ne sais pas, une discussion autour de ça, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a des liens très forts avec le Québec, notamment, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus ici justement durant la famine. On a des racines. Donc, bon, on note Flaherty O'Brien, vous avez dit? Flaherty, O'Brien, et d'autres, ben, Joyce, mais j'aime Joyce pour sa complexité. C'est-à-dire que celui qui me dira qu'il a lu toute Joyce, ben, je vais le prendre à part, on va boire une bière ou deux, puis après je veux qu'il me dise la vérité. Celui qui me dira qu'il a lu Finnegan's Wake et qu'il a tout compris, je veux qu'on en discute aussi. Je ne parle pas évidemment de Dubliners, etc., mais de Finnegan's Wake, par exemple, celui qui me dit oh, je l'ai lu, j'ai adoré, je pense que au bout de quelques pintes, à consommer avec modération, mais au bout de quelques pintes, je veux qu'il me dise la vérité, parce que moi, ce que j'aime chez Joyce, c'est qu'il a recréé et écrit une Irlande imaginaire. Il n'était plus là, il n'était plus en Irlande, il était ailleurs, il était en Suisse, il était en France, et ça me bouleverse. Moi, j'ai toujours été bouleversé par les exilés. L'exil est quelque chose qui me touche profondément, et toutes les écritures d'exil, tous ceux qui ont écrit en exil me touchent profondément, quelle que soit leur nationalité. Et pour moi, Joyce, c'est un Irlandais un Irlandais exilé que sa patrie a mis un temps fou à reconnaître, un temps fou. Je crois me souvenir que lorsqu'il a été enterré en Suisse, je crois, tout le monde était là sauf l'ambassadeur d'Irlande. Ah oui, voilà. Un autre traître. Et donc, voilà quoi. Mais autrement, j'ai une bibliothèque pleine de tout. Et je suis beaucoup les romanciers français, notamment les copains, lorsqu'ils sortent à la rentrée littéraire. Oui, bon. Et c'est l'occasion de rappeler que votre livre Enfant de salaud est en librairie au Québec autant qu'en France, qu'il est en deuxième sélection du prix Goncourt, on le disait. Donc, on vous souhaite la meilleure des chances. Profitons-en. Aussi, parce que c'est un excellent roman. Mais oui, parce que c'est vraiment... Non, mais voilà, je veux dire, une liste n'est pas un prix, donc prenons le temps comme il vient, profitons de la liste.
Oui, certainement, oui. Allons butiner dans ces livres de la Voilà. rentrée littéraire qui sont toujours très nombreux. Je vous remercie beaucoup, Serge Chalandon, pour cet entretien. Vous avez été d'une grande Merci à générosité, vous. comme je disais. C'était vraiment un plaisir et allez lire tous ces livres. Il y en a plusieurs que j'ai ici près de moi, que j'ai envie de vous montrer, mais qu'on ne voit pas toujours bien avec ce Si on dont voit on a bien. beaucoup parlé, Retour à Québec, Enfants de salaud, Le quatrième mur ici, voilà. Alors, allez butiner dans cette bibliothèque que nous offre Serge Chalandon. Je vous remercie. Je remercie encore une fois, évidemment, le consulat et BCF Avocats d'affaires. Le festival Québec en toutes lettres se poursuit en ligne et en présence à Québec. Donc, voilà, merci à vous d'avoir été là et bonne fin de journée. Et moi, je vous remercie pour votre lecture absolument attentive. Et je pense je suis désolé de vous le dire, il y a beaucoup de journalistes français qui devraient prendre exemple. Merci. Merci, je vais les prendre. Merci beaucoup. Bonne journée.